Transition malienne, Choguel Koukala a-t-il franchi la ligne rouge? Nous allons partir au Sénégal où le PASTEF a fait le coup KO aux législatives. Ce sont les deux thèmes de notre débat de ce jour avec Mohamed Kenovi, journaliste au Journal du Mali, et Bourama Soulo, journaliste correspondant de médias au Mali. Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de votre émission L'Actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Samedi dernier, devant une foule de partisans, Choguel Koukala a émis des critiques sans retenue envers la transition conduite par le général d'armée Assimi Goïta. Choguel a critiqué sa mise à l'écart dans la prise de certaines décisions par les militaires qu'il accuse de ne pas vouloir rendre le pouvoir aux civils. Soulo, peut-on dire que Choguel vient de franchir la ligne rouge? Bonjour Paul, bonjour tous les téléspectateurs de TME, tous les travailleurs. Merci pour l'invitation. Oui, merci pour cette question. Moi, je ne crois pas qu'il a franchi la ligne rouge. Est-ce qu'il y avait une ligne rouge d'ailleurs entre Choguel Koukala et les généraux? Je ne le crois pas. Quand même, politiquement parlant, il a voulu s'assumer. Il a voulu dire, parce que quand même il est le Premier ministre, mais pas que, il est aussi, il a une tendance de M5 qui est avec lui, qui l'écoute, avec qui il entretient des relations, on peut dire toujours de franchise, parce qu'il les rencontre chaque fois qu'il y a quelque chose, parce que lui, sa force, ce n'est pas son MPR, mais MPR qui est son parti, mais qui quand même c'est le mouvement politique, le M5 RFPI. Aujourd'hui, Choguel parle au nom de M5 plus qu'au nom même de son propre parti. Donc, ce qui veut dire qu'il ne veut pas trahir cette confiance que ces gens-là qui viennent de divers horizons qui placent en lui. Donc, moi, je ne crois pas que c'est une... mais quand même, il a voulu jouer son rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Choguel, son rôle, c'est de recevoir des associations, c'est de recevoir... des individus en leur nom, des individus qui ne peuvent même pas avoir aujourd'hui d'audience avec le maire de leur propre quartier. Mais c'est Choguel qui les reçoit à la primature. Est-ce que c'est le rôle d'un Premier ministre aujourd'hui cantonné à la primature de rester et recevoir seulement des associations? Kenovi, comment est-ce que vous, quand vous avez entendu cela, qu'est-ce que ça vous a fait? Comment est-ce que vous analysez cette sortie du docteur Choguel Maïga? Bon, je pense qu'on ne va pas quand même parler de ligne rouge, parce que comme Soulo l'a dit, on ne sait pas s'il existait vraiment une ligne rouge jusqu'à la franchir. Mais ce que je peux dire, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est à un tournant de cette transition. On sait qu'en août dernier, si je ne m'abuse, déjà Choguel avait eu à endosser un mémorandum public du M5 qui critiquait ouvertement les militaires au pouvoir. Et donc, ce deuxième épisode, j'ai envie de dire, va plus loin, où Choguel lui-même, il critique ouvertement donc, ses employeurs, entre guillemets, parce que ce sont les militaires qui l'emploient en tant que chef de gouvernement. Moi, ce que je n'ai pas compris et ce qui m'intrigue toujours jusque-là, c'est que quand vous êtes dans un franc jeu avec des gens avec qui vous êtes censé diriger, si quelque chose ne va pas, vous vous asseyez, vous voyez les contours en fait, vous discutez entre vous. Je pense que ce n'était pas la peine de venir déballer toutes ces critiques-là en public. Soit c'est une stratégie pour le Premier ministre de forcer la main à ces militaires-là à faire peut-être ce qu'ils demandent en coulisses et qu'il ne l'a pas, ou soit il n'est plus en odeur de sainteté avec eux, mais il ne veut pas lâcher aussi le tablier, donc il veut. Donc c'est une façon, en tout cas moi, de mon analyse, c'est une façon aujourd'hui de s'extirper donc de ce gouvernement, alors qu'il en est le chef et il est comptable de tout ce gouvernement, tout ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. Donc pour revenir à ce que je disais au début, c'est un tournant décisif aujourd'hui dans cette transition, et c'est sûr qu'il y aura un avant et un après 16 novembre désormais pour cette transition-là. Alors, Soulo, c'est aussi pathétique, comme venait de dire Kenovi. C'est vrai qu'un Premier ministre venir étaler vraiment des problèmes de la nation sur la place publique, quelque part, c'est qu'il y a un mal inverse le problème au niveau des têtes qui dirigent le pays. Bon, ce qu'il faut savoir, on fait beaucoup d'amalgames quand Choguel parle. Choguel ne parle jamais aux Maliens. Choguel parle à ses partisans,
à ceux qui le croient, à ceux qui lui font confiance, à ceux-là qui lui demandent, qui lui envoient des messages, des SMS, à qui il réserve des soirées, des rencontres nocturnes qu'on ne voit pas. Donc, Choguel s'adresse à ces gens. Et dans son adresse du 16 novembre, il a clairement dit que, contrairement à ce que Manuel dit, il a demandé depuis 2 ans qu'il s'assoie avec ses militaires pour parler de la marche à suivre de la transition. Il a dit, lui-même, il a signé le décret mettant fin à la transition au mars du mois passé, enfin de 2024. Pourquoi cette déclaration n'a pas rendu ça public dans son temps? Il a dit, le mémorandum, quand on lit bien entre les lignes du mémorandum, ça ressort la mise en écart de PM. Toutes les décisions prises, que ce soit le dialogue intermalien, que ce soit la création de l'AES, tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, ça ressort dans ces mémorandums, qui a coûté même la liberté à l'autre, donc à Boubacar Traoré, qui est son conseiller spécial. Donc tout ça sort. Et quand Kader aussi avait fait pareil, on l'avait pris, quand il est sorti, il a même demandé à ce que cette transition connaisse sa fin. Donc tout ça, ça veut dire qu'ils ont alerté les Maliens, ils sont en train d'alerter. Et Choguel en fin de stratège. N'oubliez pas sa stratégie. Quand il parle de stratégique, patience stratégique, ça, quelque chose de stratégique, ça, ce n'est pas anodin. Il le parle en connaissance des causes. Et quand il le parle, il a déjà fini avec tout ce qu'on pense. Et aujourd'hui, comme il a dit, c'est sûr qu'il y a un avant 16 novembre et un après 16 novembre. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Parce qu'on sait quand même que le maintien de Choguel, c'est quelqu'un qui ne démissionne pas. Il n'a jamais voulu démissionner. Lui, on lui force la main. Effectivement, vous dites que Choguel ne démissionne pas, mais est-ce que là, c'est très grave lorsque un Premier ministre dit, lors d'un meeting, qu'il est mis à l'écart? Pourquoi ne pas démissionner si, en ce moment, s'il faut seulement être Premier ministre de pacotille, si je peux me permettre? Est-ce que ce n'était pas mieux pour lui de démissionner? Oui, la logique voudrait qu'il démissionne, parce que quand vous êtes dans un navire que vous êtes censé diriger et que donc vous ne savez même plus où le navire va et on prend les décisions derrière vous, vous assumez, vous démissionnez. Moi, je pense, je le redis encore, je pense que le Premier ministre, même si on sait qu'aujourd'hui la réalité du pouvoir, c'est quand même toujours le collège des ex-colonels, les 5 généraux aujourd'hui, et que peut-être Assimi, à lui seul, ne détient peut-être pas tout le pouvoir et que Choguel ne s'entend pas avec peut-être les autres militaires, mais qu'il est en connivence avec Assimi. Je pense qu'à un moment donné, quand même, il faudrait qu'il échange cap sur table avec le président de la transition pour lui dire, voilà, il se passe ci, il se passe ça, je ne peux pas continuer dans ces conditions, et que le président prenne ses responsabilités ou lui, il démissionne. Parce qu'à un moment donné, vous venez de le dire qu'il ne démissionne pas, il ne démissionnera jamais. C'est vrai, il a dit à maintes reprises que les gens le poussent à bout, mais il ne va pas lâcher le tablier. Mais au fur et à mesure où on avance, on se pose beaucoup de questions. On se demande où est-ce qu'on va avec cet attelage-là. Un Premier ministre qui n'est pas en odeur de sainteté avec ses employeurs, c'est le président de la transition, mais qui s'entête à rester chef de gouvernement. Et de l'autre côté, je ne sais pas ce qui aussi empêche le président de la transition de démettre aujourd'hui Choguel Maïga, parce que, bon, on sait les conditions dans lesquelles Choguel est arrivé à la primature, ce n'est pas aussi simple de le démettre. Et donc, il y a tout cela qui joue aujourd'hui, mais je pense que pour la transition, pour que cette transition finisse dans de bonnes conditions, il va falloir quand même à un moment donné prendre des décisions radicales, soit au niveau de la présidente de la transition ou Choguel lui-même y rendre le tablier, même si ce n'est pas très évident, comme il le dit. Est-ce que Choguel aujourd'hui n'est pas fragilisé, puisque le M5 RFP d'alors n'est plus le M5 RFP d'aujourd'hui? Bon, quand on voit la mobilisation du 16 novembre, on voit qu'il garde sa force de mobilisation, parce que la salle quand même a été... Non, on a vu que la salle, on sait qui sont ceux qui étaient dans la salle. Oui, mais ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas, même pendant le mouvement des M5 RFP, quand on parlait des millions de Maliens qui sont sortis, quand on comptait réellement ceux qui savaient ligne entre les lignes, c'était peu. Donc, ça a toujours été le cas. Même hier quand on a vu les manifs qu'on a vus, c'est pratiquement les écoliers, les enfants de secondaire qui étaient... Donc,
on sait comment, vous savez très bien comment les mobilisations se passent au Mali. Donc aujourd'hui, Choguel n'est pas fragilisé. Moi à mon aime la vie, Choguel n'est pas fragilisé. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi j'ai dit qu'il ne démissionne pas? On le force on le démet. Dans toutes les fonctions qu'il a occupées, on l'a démis. Il fait des fautes graves ou on l'accuse de tout, mais à ce niveau, on le démet. Quand on le démet, il sort avec toutes les preuves pour dire je voulais faire ça, on n'a pas voulu. Je voulais faire ça, on n'a pas voulu. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, ils ont décidé de me mettre. Donc voilà pourquoi les raisons. Donc il a toujours. C'est quelqu'un qui note tout. Mais pourquoi est-ce que lorsque quelque part tu es dans un gouvernement, je prends le cas aujourd'hui du Premier ministre, tu veux poser un acte et qu'on fait obstacle à cet acte, le bon sens voudrait quand même savoir que tu ne peux plus continuer, il faut quitter pour qu'on puisse avancer parce que là nous sommes dans une transition et est-ce qu'il faut encore créer une autre crise dans la crise? Parce que quand on a vécu au Mali 2 coups d'État en l'espace de 9 mois, le 18 août, et le 21, voilà. Donc, quand on voit ces événements, c'est Choguel même qui a parlé de la rectification de la transition. Donc, la rectification, c'est quoi? Pour le Choguel, quand on a donné le pouvoir à Bandao et à Mokhtar Ouane, ce n'était pas M5. Mais quand on a donné au mois de juin à M5, il a dit voilà, c'est maintenant le M5, le géniteur même de la transition est arrivé au pouvoir. Pour lui, il est inconcevable aujourd'hui que le géniteur abandonne son enfant. C'est sa logique. Alors, justement, en parlant compte de géniteur M5 qui est venu pour la rectification, est-ce que le M5 n'est pas venu en temps morné déjà avec cette primature? Bon, à l'époque, non, le M5 avait encore toute sa place quand Choguel prenait la primature. La preuve, donc c'est le M5 qui a proposé le nom et qui s'est imposé donc au président de la transition pour qu'il le prenne en tant que Premier ministre. Mais beaucoup d'eau a coulé sur le pont de mai 2021 à aujourd'hui. Le M5 n'est plus le M5 qu'on connaît. Déjà, il s'est fragilisé, il s'est segmenté. D'ailleurs, même c'est pourquoi je ne suis pas très d'accord avec mon confrère quand il dit que le Premier ministre n'est pas fragilisé. Pour moi, aujourd'hui, il l'est clairement. Parce que quand on voit le M5 qu'il est censé représenter auprès de ces militaires-là, ce M5 est divisé aujourd'hui. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, le M5 tendance Imam Diarra l'a révoqué. Ils ont fait un communiqué pour dire désormais il n'est même plus membre du M5. Donc ça veut dire que même la paternité même du mouvement même aujourd'hui est en jeu, est discutable. Bon, d'aucuns diront le vrai M5 c'est avec Choguel, d'autres te diront c'est avec l'imam Diarra. Ce n'est pas tranché. Chacun revendique aujourd'hui être la paternité de ce mouvement. Donc pour moi clairement cela fragilise aujourd'hui le Premier ministre parce que en face les militaires s'ils veulent jouer un tour au Premier ministre, ils n'ont jusqu'à se rallier à la tendance imam Diarra du M5 mais pour il ne faut pas oublier que M5 il y a 3 tendances. Oui, il y a la troisième tendance, M5 fait Malikoura. Également, on peut dire que dans cette situation, elle est plus proche de la tendance imam Diarra que celle. Alors justement, quand on voit que parmi les associations qui sont montées au chrono pour demander le départ de Choguel Maïga, on voit qu'il y a le collectif pour la défense des militaires. Alors qu'on sait que ce collectif est très puissant. Ouais. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui les jours de Choguel sont comptés à la primature? Moi, ce que je dis, Choguel n'est pas là-bas à sa volonté. Il a été mis, comme il l'a dit, sur un accord M5, et officiellement, le M5 est reconnu par Koulouba, par l'ex-CNSP, c'est la tendance Choguel. Parce que c'est avec la tendance Choguel que ces militaires-là travaillent. Donc aujourd'hui, le CDM demande le départ parce qu'ils ont quand même eu gain de cause dans beaucoup de plaintes contre des personnalités. Ça, on les raccorde ces faits-là. Mais aujourd'hui, Choguel n'est pas aussi que ça. Mais aujourd'hui, parce que même au niveau de ces M5, RFPF, ces généraux-là, c'est pas tout le monde qui a lâché Choguel. Choguel ne peut pas sortir, sachant que les 5 sont unis, faire cette déclaration. Si on voit sa déclaration, est-ce que Choguel ne se sent pas soutenu par une partie aussi des militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il fait ça? Moi, ce que j'ai dit, tout ce que Choguel fait, il calcule, il fait un calcul minutieux avant de poser des actes. Et si aujourd'hui Choguel pose des actes allant dans ce sens et ouvertement critiquer ouvertement même les oppositions, ce qu'on dit, normalement dans une transition il n'y a pas d'opposition, mais ce qu'on
on considère comme des oppositions, ils n'ont jamais critiqué la transition comme ce que Choguel l'a fait. Donc, s'il le fait aujourd'hui, c'est que je crois qu'on lui a donné garantie quand même que nous, on ne va pas, si on va te démettre, parce qu'on va se mettre d'accord sur ça, il n'y aura jamais d'accord qu'on te démette, parce qu'il y en a aussi qui cherchent, parce que Choguel c'est un bouclier aussi pour certains d'entre eux. Justement, puisque lui-même, en tant que Premier ministre, étant membre du M5 RFP qu'il a fait, qui a eu ce poste, il est rentré en conflit avec ces barons de ce même mouvement-là. Il est rentré en conflit avec les leaders politiques. Alors que lui-même, il est politique. Est-ce que quelque part, quand on voit tout cet engrenage qu'il a créé autour de lui, est-ce que quelque part, lui-même, il n'est pas en train de payer ce qu'il a sémé lui-même? Bon, quand on voit un peu les contours de tout ce qui se passe, on peut le dire, mais quand on connaît la personnalité de Choguel Maïga, ce n'est pas étonnant. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être au cœur des choses, un personnage, je ne veux pas employer le terme clivant ici, bon, mais c'est un personnage qui a voulu toujours être au centre de l'attention. Donc, il aime toujours garder le cap, être celui qui a le dernier mot. Donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui ont un peu concouru au fait qu'il ne s'entende pas trop avec ses compagnons d'hier, aujourd'hui, et même aujourd'hui avec les militaires. Mais comme Soulo le dit, je l'ai dit au début, ce collège des 5 généraux aujourd'hui, c'est sûr que ce collège-là, une partie quand même est avec Choguel et l'autre est contre lui. C'est peut-être pour ça que Choguel se permet de faire des sorties comme ça. Ça, c'est vrai, c'est un aspect à prendre en compte. Mais on sait qu'en général, c'est vrai qu'il peut y avoir deux tendances au niveau des généraux, mais pour leur intérêt, ils vont s'unir. Ça, c'est la solidarité dans le malheur. Ils sont obligés parce que ça les engage. Alors, on voit avec les dernières nouvelles que nous avons, on sait que le Conseil des ministres qui devait se tenir normalement aujourd'hui a été reporté. Est-ce que ce n'est pas ainsi annonciateur? Oui, c'est quand même un grand signe, hein, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses par le passé, il y a eu des choses, des critiques, on a dit Choguel va partir, Choguel ne va pas partir, mais jamais après une de ces sorties, il n'y a pas eu de report du Conseil des ministres. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est un signe avant-coureur, peut-être que les lignes vont bouger dans les prochains jours. Maintenant, je ne sais pas si ces jours sont comptés à la primature, comme vous l'avez posé tantôt, parce qu'il faut rester prudent avec Choguel. On l'a plusieurs fois enterré, mais il est toujours vivant. Donc, je pense qu'il va peut-être garder le cap, mais le dernier mot revient toujours au président de la transition aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un signe annonciateur? Bon, c'est un signe, reporter un conseil des ministres, alors même que l'heure de conseil était presque arrivée. On l'appelle au téléphone pour dire de ne pas venir et de rebrousser chemin. Donc ça, c'est vraiment des signes, comme il a dit avant-coureur, qui montrent que les signes vont bouger, mais dans quel sens? On ne le sait pas, parce que, comme vous l'avez dit, hein, les militaires sont quand même, ne vont pas se lâcher entre eux pour un civil, quel qu'en soit Alpha. Ils s'aiment plus que tout, parce que quand on se souvient au moment le 18 août, on savait qu'il n'y avait pas d'accord entre eux, mais après ils se sont mis d'accord pour dire que donc il faut que nous unisions pour prendre le pouvoir. C'est comme ça, il peut qu'à tomber. Donc on sait que là aussi, les lignes peuvent être bougées et ils peuvent donner encore d'autres garanties entre eux, 5 là-bas, pour dire que voilà, maintenant on va partir sur une nouvelle base sans le M5 RFP, donc assumer pleinement notre coup d'État et prendre le pouvoir et exercer comme nous l'attendons le faire. Donc on va voir. Pour refermer ce chapitre, est-ce qu'aujourd'hui, vu la situation que traverse le pays, faut-il encore créer il faut encore une autre crise dans la crise? Normalement, pas. On n'a pas besoin de cette crise aujourd'hui, hein, au niveau de cette transition. La transition est censée régler les problèmes pour aller aux élections, mais si elle crée une autre crise dans la crise que nous vivons déjà avec tout ce qui en découle sur l'aspect économique, l'aspect social et tout, s'il faut encore créer une crise politique, je pense que ça ne va pas le faire. Et pour ça, je sais que les autorités sont conscientes aujourd'hui et ils vont peser le pour et le contre, prendre des décisions pour étouffer, je crois, cette crise naissante. Mais une chose est importante à signaler, que Choguel reste aujourd'hui ou qu'il parte, quand même, il y a une brèche qui est ouverte là-bas et les lendemains de son départ ou bien de son maintien, il y aura une ébullition quand même sur la scène politique. Oui, comme il vient de dire, hein, il n'y a pas un bon moment pour créer des crises. Le Mali,
On a des cas précédents. En 2012, quand il y avait crise, qu'il y a eu coup d'État. En 2020, quand il y avait crise, qu'il y a eu coup d'État. Donc, chaque fois, c'est des crises. Dans les crises qu'on est, on provoque des crises. Ça, c'est le propre du Malien. Donc, il n'y a pas un bon moment pour le faire. Mais comme il l'a dit, savoir contenir ces crises-là à temps pour ne pas aggraver la situation serait quand même la meilleure option. Alors, nous allons faire un tour au Sénégal où la législative anticipée donne largement victoire au PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye. Donc, à la sortie, ils sont accrédités d'avoir quand même la majorité absolue pour pouvoir faire passer les réformes. C'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces élections anticipées au Sénégal, Mohamed? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le PASTEF a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la majorité pour avoir les coudées franches pour gouverner, pour mener ces réformes pour lesquelles le président Sonko a été élu. Donc, je pense que cela leur ouvre aujourd'hui, si j'ose dire, un boulevard, hein, parce qu'ils ont quand même une majorité assez confortable à l'Assemblée pour pouvoir mener les réformes qu'ils ont promis aux Sénégalais. Je pense que c'est quand même une bonne chose pour le parti au pouvoir. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient engagé cette législative anticipée pour avoir la main libre pour gouverner. Et avec cette majorité, je crois qu'ils ont eu gain de cause. Et en face, on a vu les oppositions ou bien les opposants qui, malgré tout le boucan qu'ils ont eu à faire avant la tenue des législatives, n'ont pas pu résister donc à cette vague du PASTEF. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire et je pense que la classe politique sénégalaise va en tirer les leçons et quand même ça montre aussi une certaine vitalité de cette démocratie-là au niveau de nos voisins. Alors, aujourd'hui, avec cette victoire du PASTEF, ce qui veut dire que si on regarde bien la configuration, on voit Sonko au pêchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela va permettre vraiment de consolider leur pouvoir et vraiment de mener à bien les réformes promises au peuple sénégalais? Effectivement, comme l'a dit Mohamed, mais j'aimerais quand même dire que c'est beau, la démocratie. C'est dans des pays démocratiques qu'on voit ce genre de situation. Nous, Maliens, depuis 4 ans, pratiquement, on attend ce genre d'engouement des campagnes, que ce soit législatives, municipales ou présidentielles, mais c'est les voisins qu'on voit. Vous venez de le dire, aujourd'hui, que Sonko reste à la primature ou au perchoir à l'hémicycle, c'est quand même le PASTEF. La presse sénégalaise n'en trouve pas les mots, la razzia, la déferlante, donc elle ne trouve pas les mots exacts, les mots qui conviennent à cette victoire écrasante de PASTEF. Mais moi j'aimerais quand même le dire que c'est peut-être l'état de grâce qui continue, parce qu'en mars dernier c'était l'élection présidentielle et de mars à maintenant peut-être que le PASTEF continue toujours de bénéficier de l'état de grâce qu'il accorde le peuple sénégalais. Mais après, il y a des promesses politico-politiciennes que les politiques tiennent. Mais est-ce qu'après, on peut mettre tout ça en œuvre? On va le voir, mais quand même, comme vous l'avez dit, la vitalité sénégalaise, la vitalité démocratique de la démocratie sénégalaise est à saluer ici parce que toutes les têtes de liste ont félicité le PASTEF avant même la proclamation officielle des résultats. Donc c'est une leçon de démocratie qu'on doit tirer d'un pays voisin, d'un pays frère qui est si proche, mais hélas si loin du Mali. Alors justement, en parlant du cas sénégalais, aujourd'hui, quand on regarde, on a vu pendant les premières élections, c'est-à-dire que la présidentielle, c'était vraiment très tendu, mais ça s'est passé vraiment après les résultats. Tout le monde est rentré dans la République. Pour les législatives, c'était presque la même chose, surtout avec ce qui s'est passé à Saint-Louis. Mais après cela, les mêmes acteurs félicitent tous les vainqueurs et puis la vie continue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas en train de montrer une leçon de démocratie aux pays francophones, surtout les pays francophones?
Oui, on peut le dire sans peur de se tromper. C'est clairement une leçon de démocratie que les Sénégalais sont en train de donner, comme vous l'avez dit, aux pays francophones surtout, en Afrique de l'Ouest. C'est une façon de dire, voilà, c'est la compétition électorale, on s'oppose sur les idées, on n'est pas d'accord, mais une fois que la majorité l'emporte, voilà, on reste dans la République et on fait mener les choses. On attend encore la prochaine élection pour aller donner nos arguments vis-à-vis de la population qui est la seule habilité à choisir et à élire ses dirigeants. Je crois que c'est le signe de la bonne santé de la démocratie sénégalaise et c'est plutôt rare par ces temps qui courent, surtout dans notre sous-région. Alors justement, l'élection est terminée, le PASTEF l'emporte. Mais on sait que quand même que la jeunesse sénégalaise, comme on vient de dire, est touchée par le chômage, il y a l'inflation galopante, il y a beaucoup de choses. Alors quels sont les défis? Comment est-ce que ces gens peuvent vraiment juguler maintenant ces défis-là? Exactement, c'est pourquoi j'ai dit que PASTEF est aujourd'hui fort dans les promesses. Mais déjà, il y a des voix quand même, avant même ces élections, des voix qui s'élevaient pour dire que Sonko, vous avez promis ça, vous n'avez pas fait jusqu'ici, tout. Donc, c'est vraiment ce qui attend Sonko et son équipe, c'est vraiment pas mince à faire. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis. Parce que les Sénégalais, quand même, la jeunesse sénégalaise, et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui meurent dans les océans, dans les mers, quand même la jeunesse sénégalaise taille la part de lion. Donc malheureusement c'est le constat. C'est des jeunes sénégalais qui s'échouent chaque fois sur les côtes de l'océan. Donc vous voyez, pour aller en Europe et tout. Donc ça c'est un grand défi que Sonko a. Mais est-ce que les promesses qu'il a pu atteindre, parce que lui-même pour souvent pour se sauver, il dit c'est que la situation économique prônée ou revendiquée par Macky Sall, c'était un faux, c'était du mensonge. Donc il est en train de dire qu'il va même, avec cette élection, je crois qu'il va même entamer des procédures pour faire juger les cadors du régime Macky Sall, pourquoi pas même Macky Sall lui-même. Mais quand même, on est en train de voir quand même que ce qu'il pensait être l'état économique, financier du pays n'est pas le cas, et les promesses qu'il a tenues, il va avoir du mal à le tenir, et les gens l'attendent vraiment sur ce point pour perturber son régime. Les promesses sont énormes. Oui, je crois que, comme je l'ai dit, ils ont maintenant toutes les cartes en main. Et voilà, ils ont l'entièreté du pouvoir. Maintenant, c'est à cet attelage Sonko et Diomaye Faye, donc de mener à bien les promesses qu'ils ont faites au peuple sénégalais. Et je pense qu'ils ne seront jugés que sur ça à la fin du mandat, et le renouvellement de la confiance des Sénégalais donc en leur gouvernance en dépendra largement. Donc je pense que ils sont face aujourd'hui à leur destin qu'ils ont en main d'ailleurs. Donc c'est à eux de pouvoir arriver à concrétiser toutes les promesses électorales qu'ils ont faites aux Sénégalais. Comme on dit, wait and see. Ainsi se referme notre débat. Nos invités étaient Mohamed Kenovi, journaliste au Journal du Mali, Brema Soulou, journaliste et correspondant des médias au Mali. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien, à très bientôt. D'ici là, que Dieu bénisse le Mali.